Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de cette série dans laquelle je prends un exercice de baccalauréat, je le déleste de certaines questions intermédiaires pour obtenir un exercice qui demande plus d'initiative et qui permet de se préparer tranquillement à des études supérieures en mathématiques. En l'occurrence, c'est un exercice qui a été donné à la session de baccalauréat 2025, c'est tout frais. On y considère un centre multisport qui propose une formule d'initiation au roller, non pas à des fins de congolexicomatisation, mais plutôt à des fins d'observation des inévitables chutes, nous dit-on, qui ont lieu grâce à une modélisation qui est elle-même basée sur des observations statistiques. Donc on nous dit qu'il y a 60% de chances qu'une personne chute pendant la première séance, que si elle chute pendant la première, il y a 30% de chances qu'elle chute aussi pendant la deuxième, et que si elle ne chute pas pendant la première séance, il y a 40% de chances qu'elle chute pendant la deuxième. Ce qu'on fait ensuite, c'est que on prend au hasard une personne qui a participé aux deux séances, et on sait qu'elle n'a pas chuté pendant son deuxième cours, on se demande la probabilité qu'elle n'ait pas chuté pendant la première séance. Donc, c'est un exercice assez simple quand on sait dans quelle direction partir, mais quand on n'a pas d'affinité particulière avec les probabilités, qu'on a même développé de certaines inimitiés au fil du temps, eh bien je pense que ça demande réflexion, que ça sera très instructif. Donc je vais te laisser dans un premier temps une première période de recherche, et on se retrouve juste après, pour avoir quelques indices. Alors, la première chose à faire dans ce genre de circonstances, c'est de respirer un grand coup et d'être sûr de bien lire l'énoncé. Et on va aussi, dans ce cadre-là spécifiquement, devoir introduire nous-mêmes des notations adéquates. En l'occurrence, il y a deux événements, et je prononce ce mot-là en français sans forcément de considération mathématique derrière, il y a deux événements qui constituent l'expérience d'une personne qui a suivi les deux séances de cours. Le premier événement, c'est de chuter pendant la première séance, ce que j'aurais tendance à noter par exemple A1, très simplement. Et le deuxième événement, c'est le fait de chuter pendant la deuxième séance, un événement que j'aurais tendance à noter A2. Une fois que ces événements-là sont identifiés, on va se demander quels sont ces chiffres qui apparaissent dans l'énoncé. À quelle probabilité correspondent-ils? Donc, on y va tranquillement, on nous dit 60% de chances pour qu'une personne chute pendant la première séance. Très bien. Dans ce cas-là, ça veut dire que dans notre modélisation, la probabilité de l'événement A1 vaut 0,6. Ensuite, on nous dit que si une personne chute pendant la première séance, il y a 30% de chances qu'elle chute aussi pendant la deuxième. Et ceci, c'est pas une probabilité directement, mais c'est une probabilité tout de même, une probabilité qu'on appelle conditionnelle. On nous dit que si elle a bel et bien chuté pendant la première séance, alors la probabilité qu'elle chute aussi pendant la deuxième est de 0,3. Et enfin, exactement de la même manière, on nous parle d'une personne qui n'a pas chuté pendant la première séance, et on dit que alors, elle va chuter pendant la deuxième séance avec une probabilité de 0,4. Ensuite, on nous dit que la personne qui a été choisie au hasard n'a pas chuté pendant son deuxième cours, c'est-à-dire que on fait un a priori que A2 bar a été réalisé, le complémentaire de l'événement A2, et on nous demande la probabilité qu'elle n'ait pas chuté lors de la première séance, c'est-à-dire que notre objectif, que je vais noter disons en orange, c'est de calculer la probabilité qu'elle n'ait pas chuté lors de la première séance, sachant qu'elle n'a pas chuté non plus pendant la deuxième séance. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Je pense que pour les personnes en délicatesse avec les probabilités, on tient déjà là une excellente base de travail. Parce qu'une fois que l'énoncé est lu correctement et annoté correctement, notamment avec des notations très simples, des événements A1 et A2, on va pouvoir représenter ces probabilités-là sur un arbre pondéré, de manière à voir quelles sont les informations dont on dispose, quelles sont les informations aisément accessibles, et quelles sont les informations manquantes pour aboutir à notre objectif qui est aujourd'hui la détermination de cette probabilité-là. Si cela t'a aidé, eh bien je te laisse une nouvelle période de recherche avec ce petit arbre, etc., l'utilisation de quelques formules appropriées, et sinon on se retrouve juste ensuite quand j'aurai écrit moi-même ce genre de choses-là.
Voilà une très bonne chose de faite. Une fois qu'on a bien lu l'énoncé, qu'on a réussi à le symboliser et le représenter en termes de probabilité et de probabilité conditionnelle, donc j'ai introduit les notations proprement, cette partie-là fait partie de la solution, on peut, au brouillon, ou peut-être même sur une copie directement, représenter ces données-là, de manière à ce que ça soit clair pour tout le monde, pour nous et pour la personne qui va éventuellement nous lire. Donc on s'aperçoit qu'on dispose de ces probabilités-là, et donc que par une argumentation qu'il faudra écrire, mais qu'on peut écrire d'ores et déjà, on dispose aussi des pondérations qu'il va y avoir sur toutes les autres branches, tout simplement par propriété des événements complémentaires. Alors, maintenant, qu'en est-il de notre objectif? Malheureusement, on n'a pas P de A1 bar sachant A2 bar. On a exactement l'inverse ici. Cette probabilité-là, qu'on pourra calculer proprement dans une rédaction en bonne et due forme, c'est la probabilité de A2 bar sachant A1 bar. Et il s'avère qu'il y a un moyen très simple de faire le lien entre les deux, c'est soit, si on la connaît, la formule de Bayes, soit, si on ne la connaît pas, la probabilité de l'intersection entre ces deux événements-là. Donc là encore, si cela t'a permis de te débloquer, eh bien je te laisse une petite période de recherche, et sinon je vais poursuivre tranquillement la rédaction de la solution en faisant comme si tu ne connaissais pas la formule de Bayes, et dans ce cas-là, nous allons la redécouvrir à partir de la probabilité de l'intersection entre A1 bar et A2 bar. Et me revoilà. Donc, les probabilités qu'on avait complétées sauvagement sur l'arbre pondéré, je les ai calculées proprement, j'ai justifié les calculs, j'ai expliqué que ça venait des propriétés, des probabilités P, la probabilité conditionnelle sachant A1 et la probabilité conditionnelle sachant A1 bar, c'est tout simplement les propriétés des événements complémentaires. Et, comme promis, eh bien, on s'intéresse à la probabilité d'une intersection qu'on peut décomposer par définition même d'une probabilité conditionnelle de deux manières différentes. Soit on considère que pour réaliser l'intersection de deux événements, on réalise le premier et le deuxième, sachant que le premier est réalisé, ou alors le deuxième et le premier, sachant que le deuxième est réalisé. C'est un peu comme ça qu'on peut retenir ce genre de formule-là. Alors, quel intérêt? Eh bien, il s'avère que notre objectif, c'est clairement cette probabilité ici. De l'autre côté, la probabilité de A1 bar, on la voit ici, c'est 0,4, donc on l'a celle-ci. Ensuite, la probabilité de A2 bar sachant A1 bar, eh bien, c'est celle-ci, 0,6, on l'a aussi. Et enfin, alors la mauvaise nouvelle dans un sens, c'est qu'on n'a pas directement la probabilité de A2 bar. Mais cela dit, lorsqu'on travaille avec un arbre pondéré, on sait que la probabilité de A2 bar, c'est la somme des probabilités associées au chemin qui mène jusqu'à A2 bar. En l'occurrence, d'un point de vue purement logique, pour réaliser A2 bar, soit on réalise A1 en premier lieu, soit on réalise A1 bar. C'est une disjonction de cas qui recouvre tous les cas possibles. Autrement dit, je suis en train de considérer tranquillement le système complet d'événements, ou la partition de l'univers, comme certains se plaisent à dire, A1 et A1 bar, dans l'objectif d'utiliser la formule des probabilités totales. Donc on va calculer la probabilité de A2 bar, ce sera le dernier terme manquant, ce sera celui-ci, et on pourra récupérer à la suite l'objectif principal de l'exercice. Voilà, à nouveau, on a avancé considérablement. Donc ce P de A2 bar, on l'a obtenu comme 0,6 fois 0,7 plus 0,4 fois 0,6. Autrement dit, c'est une façon d'entendre un peu différemment la formule des probabilités totales. On fait une moyenne pondérée, les poids étant 0,6 et 0,4, des poids strictement positifs dont la somme vaut 1. On fait une moyenne pondérée avec ces poids-là, des probabilités conditionnelles, P de A2 bar sachant A1 et P de A2 bar sachant A1 bar. Donc on trouve 0,66, à présent on a toutes les données qu'il nous faut, il nous suffit d'isoler notre inconnu et de l'identifier, et
ça nous donnera le résultat souhaité. Et voilà donc notre résultat. On trouve une probabilité égale à 4/11. C'est-à-dire, avec une phrase, et il faudrait écrire normalement cette phrase, puisque l'énoncé nous a lui-même posé une question sous forme d'une phrase, la probabilité pour que notre personne choisie au hasard n'ait pas chuté lors de la première séance, sachant qu'elle n'avait pas chuté lors de la deuxième séance, cette probabilité vaut 4/11. Question de Perceval. Quel est donc le nom de cette formule dont vous nous avez parlé un peu plus tôt? L'a-t-on utilisée finalement? Alors, pour répondre à la première question de Perceval, eh bien, c'est une formule qui s'appelle du nom du mathématicien anglais Bayes, et cette formule-là, elle apparaît dans sa forme la plus simple, à cet endroit-là. C'est cette égalité juste ici. Alors, on l'a utilisée, du coup, de fait, mais sans la citer, dans la mesure où on l'a démontrée, et la démonstration a lieu ici. Et c'est un point important dont je vais te reparler dans quelques instants. Plutôt que de mémoriser de force certaines formules, eh bien, autant trouver un moyen très simple de les retenir, et ici la démonstration prend une ligne finalement. Le chaînon manquant entre les 4 probabilités qui apparaissent dans cette égalité, c'est la probabilité de l'intersection entre les deux événements qui interviennent. En l'écrivant en fonction d'une probabilité conditionnelle sachant le premier ou sachant le deuxième, donc on l'écrit de deux manières différentes, on tombe directement sur la formule de Bayes. Et le plus important, c'est de relier aussi la formule de Bayes à cette problématique où on dispose d'une probabilité conditionnelle, disons, de A sachant B, et on nous demande dans l'énoncé la probabilité de B sachant A. Quand on se retrouve dans ce genre de configuration, eh bien la formule de Bayes, ou la probabilité de l'intersection entre les deux événements, c'est quelque chose qui nous est très utile, et qui permet de résoudre les exercices à tous les coups, très franchement. Pour terminer, si cette émission t'a plu, si mes explications te paraissent limpides, et que tu prépares des études supérieures en mathématiques, eh bien je tiens à porter à ta connaissance les formations de la série Fondation que j'ai réalisées, justement pour t'aider à préparer une belle rentrée dans les études supérieures. Ces formations sont au nombre de 4, et je vais te les présenter une à une à présent. La première, c'est une formation sur les exercices. Je t'y donne une méthodologie illustrée sur des exercices de difficulté croissante pour acquérir de l'initiative. Parce que résoudre des exercices de baccalauréat très découpés, c'est quelque chose, mais se retrouver face à des exercices qui ne comportent qu'une seule question, qui sont anciennement 3, 4 ou même 5 questions qui ont été agglomérées d'un seul coup, eh bien c'est quelque chose qui demande de l'entraînement, et aussi, et surtout, de la méthode. C'est ce que je transmets dans cette formation-là. La deuxième, c'est une formation sur le cours. Plutôt que de te dire « je vais devoir mémoriser un contenu abstrait extrêmement volumineux », je te propose mes meilleures méthodes pour décomposer ce savoir-là en petits blocs élémentaires que tu pourras aisément digérer vers le chemin de la maîtrise. C'est quelque chose qui me semble assez important et que j'ai illustré dans cette vidéo avec cette histoire de formule de Bayes que je t'invite à ne pas retenir, mais à savoir retrouver très rapidement. La troisième formation, c'est une formation sur les raisonnements et sur la rédaction. Là encore, c'est quelque chose qui a été très peu développé en général au lycée, à moins que tu aies un professeur qui est plus exigeant que la moyenne, mais ça va être quelque chose de très important que d'être capable de produire des solutions limpides et complètes, de manière à ce que le jour d'un examen ou d'un concours, une question réussie rapporte l'intégralité des points. Enfin, la dernière formation, c'est une formation qui est sur le calcul, parce qu'au lycée, on a la calculatrice autorisée la grande majorité du temps, mais ce n'est pas le cas par exemple pour les concours des classes préparatoires, et il nous faut de toute façon développer une puissance de calcul minimale pour arriver à faire tourner les propriétés, à faire tourner les théorèmes qui requièrent du calcul. Et je pense ici, par exemple, au procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, à des calculs de densité de probabilité d'une somme de variables aléatoires indépendantes, et des tas de réjouissances que tu pourras découvrir ensuite. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.